toute la population ne peut pas aller être fonctionnaire. Avec l'administration, vous pensez que vous pourrez vraiment vous enrichir honnêtement? C'est pas possible. Qui change un pays? Ce sont les entrepreneurs qui changent un pays. Ce sont les entrepreneurs qui financent les politiques et qui mettent les pressions au gouvernement. Voilà pourquoi on a souvent tendance à dire les étrangers viennent chez nous et ils obtiennent des choses. Mais c'est normal. Je fais un pari simple. Dans 5 ans, vous n'aurez pas les moyens de vivre en Guinée. Vous n'aurez pas les moyens de vivre en Guinée. Vous ne pourrez pas vous loger, vous ne pourrez pas manger, vous ne pourrez pas vous déplacer. Comment vous allez faire? Posez-vous la question maintenant. Dans 5 ans, c'est trop tard. Je peux vous dire, Madina a en cash plus d'$1 milliard couché là-bas. Je ne vous dirai pas 2 milliards, je n'ai pas vu, mais je sais au moins $1 milliard, ou plus que ça, c'est à Madina. Et c'est des illettrés. Alors vous, les lettrés, vous posez la question, comme il a dit tout à l'heure, si vous posez la question, est-ce qu'il faut rentrer ou pas, c'est que vous n'êtes pas prêt. J'aimerais que le gouvernement guinéen affrète son avion, parce que nous avons un avion là, qu'on vous embarque tous à l'intérieur, qu'on vous donne les casquettes guinéennes et que vous retournez au pays parce qu'il y a trop d'opportunités. Là-bas, vous êtes unique. Ici, vous êtes échangeable, mais là-bas, vous êtes unique. Donc, rentrez au pays. Merci. Je vais peut-être ajouter un dernier mot pour ceux parmi vous qui souhaitent partir en Afrique. Je fais un pari simple. Dans 5 ans, vous n'aurez pas les moyens de vivre en Guinée. Vous n'aurez pas les moyens de vivre en Guinée. Vous ne pourrez pas vous loger, vous ne pourrez pas manger, vous ne pourrez pas vous déplacer. Comment vous allez faire? Posez-vous la question maintenant. Dans 5 ans, c'est trop tard. Vous ne pourrez pas. Le loyer coûtera excessivement cher. Vous aurez un passeport guinéen, c'est sûr, mais vous habiterez chez des étrangers. Vous ne serez pas guinéen, c'est certain. Donc, c'est peut-être le moment. Alors pour terminer, moi je dirais, il y a une mentalité qu'on a dans notre communauté qu'il faut absolument chasser, complètement, définitivement. Quand j'ai été invité à cet événement, j'ai posé 2 questions. La première, ça se tient où? La deuxième, c'est combien le tarif d'entrée? On m'a dit, ça se tient à la mairie du 20e et l'entrée est gratuite. C'est vrai ça? J'ai dit, alors il y a un gros problème. Hein? Il y a un gros problème, pourquoi? Parce qu'il faut que les Africains sortent de la mentalité du gratuit et de l'aide. Comprenez bien ce que je vais vous dire maintenant. C'est une mentalité qui nous fait extrêmement défaut. L'Africain attend toujours que quelqu'un vienne l'aider. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il y a un problème à Conakry, on attend qu'une entreprise américaine vienne nous aider. Vous n'allez rien bâtir de consistant dans votre vie sur la base de l'aide. Ça fait 60 ans qu'on aide les pays africains et ils sont toujours pauvres. L'aide, ça vous maintient dans une position de dépendance. Je ne ferai jamais un événement comme celui-ci gratuit. Et ça, je le dis aux organisateurs, l'année prochaine, c'est payant. Si vous n'êtes pas capable, on se connaît tous ici, personne n'est venu nu ici, vous vous êtes habillés. Si vous n'êtes pas capable de payer 30, 40, 50 euros en l'ayant économisé pour certains sur 3 à 6 mois pour participer à cet événement, c'est que ce n'est pas important, ne venez pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est souvent, c'est que vous donnez l'impression que vous faites les choses pour les autres. Vous venez ici d'abord pour vous-même, pour votre vie, pour votre avenir. Et si vous estimez que payer pour cette salle, d'abord, pourquoi cette salle n'appartient pas à la diaspora guinéenne? Ou une salle comme ça à Paris? Elle est où votre salle? Oui. On devrait avoir une diaspora suffisamment puissante pour qu'elle puisse acheter un lieu comme ça, à Paris. Ou bien, vous n'avez pas remarqué que chaque fois que vous allez dans les pays africains, tout ce qui est français, c'est dans les plus beaux quartiers, et c'est très bien.
Je ne peux pas parler de ça ici. C'est trop sensible. Mais ce que je veux dire d'un point de vue économique, en tout cas, c'est que plus vous allez posséder des choses et plus on va vous respecter. Ce n'est pas normal parce que du coup j'ai demandé, ok, la salle dans le 20e là, est-ce que vous l'avez payée? On me dit non, on a un d'entre nous qui est à la mairie du 20e dont il a eu une faveur pour qu'on ait la salle. Donc on est encore parti demander l'aide. D'où vient le respect? J'organise cette année un événement à Paris, certains d'entre vous le savent déjà. On le fait au Palais des Congrès de Paris, c'est l'une des salles les plus chères de France. On paye tout, du premier au dernier centime. Et on a besoin que des gouvernements, et on a rendez-vous à l'ambassade de Guinée la semaine prochaine, que ces institutionnels viennent. À chaque fois qu'on vient les voir, la première chose qu'on leur dit, on n'attend pas un centime de vous. Ça impose le respect. Arrêtons de demander. Arrêtons de tout le temps être en train de trouver, de faire des courbettes. S'il vous plaît, cette image de l'Africain, vous-même, vous n'en avez pas marre? Honnêtement, on ne peut pas développer un pays sur la base de l'aide ni la mentalité de l'aide. Intégrez-le bien. Et moi, je supplie les organisateurs, vous faites quelque chose de génial, mais sortez du gratuit. Je préfère qu'on ait 50 personnes qui ont payé chacun 50 € ou 100 € pour être là, plutôt que 300 personnes qui n'ont rien payé. Parce que des 300 personnes qui n'ont rien payé, je n'en obtiendrai peut-être rien. Des 50 qui ont payé 100 €, j'en obtiendrai peut-être 5 champions. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une mentalité. Et moi, je n'ai plus le temps, je n'ai plus le temps, des sollicitations, j'en reçois plein, et je n'ai plus le temps à perdre. Je viens là où je pense que ma présence peut avoir un vrai impact. Et quand tu me fais venir, je te demande si tu peux payer le fait que je vienne. Si tu ne peux pas payer, je ne viens pas. Parce que je n'ai pas besoin de ton argent, hein, mais je veux que tu sortes de la mentalité de je vais obtenir les choses gratuitement. Parce que dans la vraie vie, les choses ne sont pas gratuites. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui va apporter un changement demain, vous devez avoir ce mindset-là de j'apporte une valeur et j'ai une récompense en contrepartie. Merci. Très souvent, on incite tout le monde à devenir entrepreneur et que beaucoup de gens n'ont pas la capacité d'être entrepreneur. Pourquoi ne pas inciter davantage les gens de rentrer pour s'investir dans l'administration, changer l'environnement? Et pourquoi pas? Pourquoi on parle que de l'entreprise et faire des entrepreneurs? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qu'on peut apporter, nous, la diaspora? Ok, d'accord. Pour l'entrepreneuriat, je vous dis une chose. La seule chose qui peut sauver l'homme noir aujourd'hui, l'Africain aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat, rien d'autre. Si vous pensez à intégrer l'administration, c'est bien. Mais l'administration ne doit représenter que 1%. Toute la population ne peut pas aller être fonctionnaire. Avec l'administration, vous pensez que vous pourrez vraiment vous enrichir honnêtement? C'est pas possible. Vous aurez un salaire de fonctionnaire. Et si vous êtes honnête, vous ne pourrez pas vraiment construire une villa sur ce salaire, 2 villas, 3 villas, envoyer vos enfants dans une école privée. Je suis désolé. Si vous voulez vraiment vous développer, comme les gens que je vois à Madina, optez pour l'entrepreneuriat. Délaissez un tout petit peu tout ce qui est trop facile, salaire garanti, assurance garantie. Sortez de votre zone de confort parce que votre réussite est tout juste en dehors de votre zone de confort. C'est jamais dans la zone de confort. Voilà. Je pense que c'est très clair. Je sais pas, c'est très clair. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Barry, je suis délégué régional d'une fédération de structures d'insertion par l'activité économique. Alors moi, j'ai une question qui va plutôt s'orienter sur l'autre aspect de l'entrepreneuriat, mais plutôt l'entrepreneuriat social.
Alors, c'est bien beau l'entrepreneuriat plutôt capitaliste qui brasse beaucoup de millions et de milliards, mais de l'autre côté, on s'est rendu compte qu'en Afrique, finalement, cet entrepreneuriat ne profite pas beaucoup aux populations locales. Et d'ailleurs, la question qu'on avait posée, on l'a abordée le matin. Donc ma question se situe, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Ou est-ce que vous avez déjà un modèle d'un diaspora, d'une personne qui vivait en Europe et qui est retournée en Afrique avec un projet social, bien sûr avec une production d'activités et tout ça, puisque c'est extrêmement nécessaire, mais un modèle qui pourrait exister pour nous jeunes qui voulons nous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais plutôt sur ce volet social-là, non forcément le côté capitaliste, avec des valeurs et de l'impact social pour les populations. Un exemple de modèle d'entrepreneuriat social, si j'ai bien compris sa question. Vous demandez un exemple de modèle d'entrepreneuriat social. Est-ce que vous en avez vu, vous en avez vécu? Alors, je vais peut-être être gentil, mais une entreprise, c'est pas une association. C'est important de bien savoir ce que vous voulez faire. Et même si vous êtes une association, souvenez-vous que vous vous retournez vers les entreprises pour leur demander de l'argent pour financer vos activités. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire réellement? Changer les choses? Si vous voulez changer les choses, avoir un impact, alors vous devez faire payer. C'est nécessaire. Vous devez produire quelque chose et le faire payer. Sur le type d'entreprise sociale dont vous parlez, je vais vous parler du cas de Weibo. L'argent que vous envoyez aujourd'hui en Guinée, vous nourrissez, vous ne savez peut-être pas, vous nourrissez au minimum de manière directe 3000 personnes qui travaillent et qui gagnent de l'argent grâce à cette entreprise, grâce aux commissions que vous leur payez. Vous avez plus de 3000 agents, donc plus de 50% de leurs revenus proviennent de ce type de commissions que vous payez aujourd'hui. Est-ce que ça a un sens pour vous? Est-ce que ça a un impact sur leur vie ou pas? Donc j'aimerais que vous précisiez ce que vous entendrez par impact social. Oui, on répond? Ok. Non, moi je crois que je comprends un peu ton désir d'aider les gens. Mais toutes les personnes que je connais qui font de l'entrepreneuriat social en Afrique sont des personnes qui ont déjà beaucoup d'argent. Ça, il faut bien le garder à l'esprit. Et la pire chose que tu puisses faire, c'est de vouloir faire de l'entrepreneuriat social et aller commander de l'aide pour faire du social. Le meilleur moyen de le faire pour moi, c'est de créer un business qui te rapporte de l'argent et en parallèle de ton business, créer une association dans laquelle tu fais des choses. C'est un modèle que je fais, que beaucoup d'entrepreneurs font. Tu as une source de revenus et ensuite tu aides. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aider les gens. Et moi, je n'encourage pas les gens de la diaspora à rentrer pour commencer à faire le tour des bureaux pour demander de l'aide. Oui. Est-ce que vous pouvez faire moins de bruit derrière, s'il vous plaît, parce qu'on s'entend difficilement devant. Faites moins de bruit, s'il vous plaît, on va terminer cette conférence. Au niveau de l'entrepreneuriat social, je vous dirais seulement une chose. On n'est pas dans un pays socialiste, on n'est pas dans un continent socialiste. Le socialisme, le communisme, c'est mort. On ne veut pas non plus le capitalisme sauvage. Mais si vous voulez aider les gens, ne vous prenez pas pour la Croix-Rouge ou bien l'abbé Pierre. Aidez les gens autour de vous, les gens qui peuvent vous rapporter quelque chose. Embauchez, formez les gens et payez-leur des salaires. Le petit salaire que vous leur versez, ça dépasse toute autre aide. Parce que là, ils sont venus, ils ont donné leurs compétences. Ou bien au départ, ils n'en avaient pas, vous les avez aidés à être plus intelligents. Ils savent faire une chose. Ils reçoivent l'argent, ils construisent leur petite maison, ils entretiennent leurs enfants, leurs femmes et autre chose. Mais ça suffit là. Si vous partez trop profondément dans le social, vous allez créer des sociétés paresseuses, des gens paresseux, des gens qui attendent toujours l'assistanat. Tant que l'autre ne m'aide pas, je ne me bouge pas. Vous pouvez ne pas avoir deux bras, vos pieds peuvent fonctionner. Vous pouvez ne pas avoir deux pieds, vos bras peuvent fonctionner. Faites en sorte que nos populations soient productives, pas des populations paresseuses qui attendent. Donc le social, c'est bien, mais en embauchant la personne, en la formant, comme ça, même après, elle peut elle-même... vous savez, le vrai héritage, c'est quoi? C'est les connaissances.
Ce n'est pas l'argent que vous donnez, c'est les connaissances. Donc embauchez, formez et vivez avec ces personnes. Voyez-les aussi se développer. Votre réussite doit se transmettre à leur niveau. Mais dire seulement aller aider les gens, aider, on est encore dans l'assistanat. Et là, c'est pas bon. C'est des paresseux, des chômeurs que vous formez. Voilà. Oui, bonjour. Je trouve que vous avez très bien présenté l'entrepreneuriat, la nécessité d'entreprendre. Ce que je trouve dommage, c'est de n'être pas allé en profondeur et de parler du rôle et responsabilités de l'État. C'est-à-dire que l'État doit mettre en place un cadre favorable pour justement inciter les gens à entreprendre. C'est ça la difficulté. Moi, je n'ai pas envie de mettre 50 000 euros dans un business et demain de me faire arnaquer par quelqu'un et de ne pas pouvoir le récupérer. C'est ça la véritable question, je pense. Merci. Merci. Je rebondis vite fait sur ça, parce que c'est là notre problème. Une fois qu'il y a des routes, il y a l'électricité, il y a de l'eau, l'État ne vous doit plus rien. À vous de vous débrouiller pour le reste. Au 19e siècle aux États-Unis, l'État a dit, de l'autre côté à l'ouest, on vous donne des terres libres, quiconque peut prendre ce qu'il veut, n'a qu'à prendre et se développer. Les Rockefeller se sont développés avec 30 centimes. N'attendez jamais l'État, parce que là, c'est encore une mentalité très francophone. On attend du roi, de la royauté, de dire au peuple quoi faire, d'aider le bas peuple. Non, ne faites pas ça. Vous avez 1,5 kg de cerveau, si vous avez le minimum des routes, vous avez l'électricité, l'Internet maintenant, mais foncez, vous avez tout comme opportunité pour réussir. N'attendez personne. Tulip Industrie, mon industrie, moi-même, je n'ai pas attendu l'État guinéen. Je suis sorti en Afrique pour chercher des marchés ailleurs. Je suis parti voir les institutions internationales pour chercher des marchés ailleurs. Je n'ai pas du tout attendu l'État, parce que si je l'avais fait, je serais mort. Alors, je vous conseille, débrouillez-vous par vous-même. Si vous avez le minimum, foncez. Just do it. Arrêtez de trop overthink, de trop réfléchir. Voilà. Alors, par rapport à l'État, on n'est pas venu ici pour parler à l'État. Ok? On est venu parler aux jeunes de ce qu'ils peuvent faire. Si tu m'avais dit que je viens parler à un parterre d'administrateurs, je n'aurais pas tenu le même discours. Première chose. Deuxième chose, pour ce qui est du cadre dont tu parles, c'est une excuse. Parce que le Chinois qui investit en Guinée, il ne se préoccupe pas de ça. L'Indien qui investit en Guinée, le Libanais qui investit en Guinée et tous les autres qui ne sont pas du même pays que toi rencontrent la même difficulté. Deuxième chose. Troisième chose, qui change un pays? Ce sont les entrepreneurs qui changent un pays. Ce sont les entrepreneurs qui financent les politiques et qui mettent les pressions au gouvernement. Voilà pourquoi on a souvent tendance à dire les étrangers viennent chez nous et ils obtiennent des choses. Mais c'est normal. Quand ils commencent à peser sur une économie, vous savez, on dit souvent de manière simple, dans une famille, c'est celui qui paye qui fixe les règles. Je pense que vous avez tous connu ça dans les familles africaines. Quand tu veux sortir de la maison et que tu as une fille, si ton père voit ta tenue et qu'elle ne lui plaît pas, qu'est-ce qu'il va te dire? Chez moi, on ne s'habille pas comme ça pour sortir. Va te changer. Et si tu dis que tu n'es pas d'accord, qu'est-ce qu'il va te dire? Tu sors de ma maison. Tant que tu es chez moi, ce sont mes règles. Et en réalité, c'est l'économique qui en réalité dirige un pays. Qu'on ne vous trompe pas. C'est l'économique qui dirige un pays. Que ce soit les États-Unis, d'ailleurs même ici en France, qu'est-ce qu'on a tout le temps reproché au président français? C'est qu'il travaille pour ses amis riches. Ne vous trompez pas là-dessus. Le jour où on veut que la France parte d'un pays ou que les États-Unis partent d'un pays, tu ne peux pas vouloir que quelqu'un parte de ton pays alors que c'est lui qui embauche le plus de personnes dans ton pays. Tu ne peux pas, ça ne fait aucun sens. Si les entreprises françaises sont les premiers employeurs en Guinée, ça veut dire que quand ils toussent, le gouvernement guinéen les écoute. Aussi simple que ça. Donc, tant qu'on ne change pas cette statistique qui consiste à dire pourquoi le Nigeria est là où ils sont, c'est parce qu'au Nigeria, les premiers employeurs au Nigeria, ce sont des Nigérians. Et ça fait toute la différence. En Afrique francophone, le premier employeur dans la plupart de nos pays, c'est la France, au travers de ses entreprises. La Société Générale, les banques, la société qui gère les mines, c'est souvent des sociétés françaises. Donc on peut
peut faire tout le bruit qu'on veut sur Internet. L'opérateur de téléphonie Orange, on peut faire le bruit qu'on veut sur Internet. Tant que le président voit que celui qui permet aux Guinéens de travailler, c'est français, plus français, plus français, plus français, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qui dit à tout ce monde, pars? Et qu'est-ce qui se passe? Qui va être dans la rue? Des millions de Guinéens. Est-ce qu'il peut les nourrir? Non. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le combat économique est urgent. Parce que le jour où les Guinéens vont commencer à embaucher assez de personnes et proposer des alternatives, mais c'est beaucoup plus simple pour le président de dire « Monsieur Bolloré, Madame telle, si tu ne t'alignes pas à nos règles, tu t'en vas. » Parce qu'on a des alternatives. Donc les amis, c'est l'économique qui va faire que les choses changent. Et c'est l'économie qui va influer sur le business. Parce que moi ici, si je viens et je dis, moi je n'aime pas perdre mon temps. Si je viens ici, je dis, oui, il faut que le gouvernement guinéen crée un cadre. Je n'ai aucun moyen de pression sur le gouvernement. Aucun. Absolument aucun. Et dans la vie, si tu n'as pas un moyen de pression, tu n'obtiens rien.